Dans cette capsule vidéo, nous allons survoler les différentes phases de la création d'un plan de production, en commençant par la création d'une demande. Nous allons par la suite explorer les différentes façons de satisfaire cette demande. Nous allons aussi vérifier que le plan de production est réalisable en le validant au niveau de la planification sommaire de la capacité. Finalement, nous allons désagréger et transférer le plan de production vers le système de planification des besoins matières. Pour accéder à la transaction de création d'un plan industriel et commercial ou un plan de production, suivez le chemin logistique, production, plan industriel et commercial, planification, par famille de produits, créer, transaction MC81. À l'écran initial, on doit spécifier le code de la famille de produits que l'on désire utiliser. Nous allons utiliser le groupe Énergie EX. Il faut aussi préciser le code de la division. Nous allons utiliser la division 00PT. Pour poursuivre, on clique simplement sur le crochet ou on appuie sur la touche Entrée. Et là, on nous demande de préciser le numéro de la version. Dans ce système de planification, il est possible de créer un très grand nombre de versions différentes de notre plan de production. Il suffit simplement de lui assigner une version. Le système considère qu'il y a une version active, c'est la version A00 qu'on utilise rarement, mais on peut créer autant de versions non actives que l'on désire. Alors, nous allons créer une version non active portant le numéro 100, que nous allons évidemment appeler version 100, et on pourrait rajouter le descriptif comme quoi il s'agit de la famille Énergie EX. On clique sur le crochet pour poursuivre. L'écran de création d'un plan industriel et commercial ou plan de production ressemble un peu à un chiffrier Excel, où nous avons comme en tête les différentes périodes, M représentant le mois, donc mois, année, barre oblique, le numéro du mois, et les différentes lignes représentent la ligne vente, la demande, la ligne production, ce qui sera fabriqué. Stock magasin représente le résultat de la différence entre les ventes et la production, en considérant le stock de la période précédente. La ligne stock cible permet d'inscrire un stock que l'on désire atteindre et par des systèmes de macros, on peut automatiquement calculer le plan de production requis pour atteindre ce niveau cible. La ligne couverture cible permet d'inscrire un niveau de couverture visé. Et par un système de macros, le système peut calculer la production requise pour atteindre ce niveau cible requis. La première étape du processus de planification des ventes et de la production ou du plan industriel et commercial est d'entrer la ligne des ventes. Pour ce faire, on peut par exemple soit entrer directement les valeurs désirées ou on peut aussi utiliser les fonctionnalités de prévision du système. C'est ce que nous allons faire ici. Si je vais dans Traiter, Créer plan commercial, prévision, nous allons avoir accès à des fonctionnalités très similaires à ce que nous avons vu dans un chapitre précédent traitant sur le processus de prévision et la démonstration que vous avez vue à l'intérieur de la fiche article. Donc, si je clique sur prévision, j'ai une fenêtre de sélection qui ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu. Je sais que les articles de mon groupe de produits ont un comportement avec tendance et saisonnalité. Je vais donc choisir ici modèle saisonnier avec tendance et cliquer sur l'icône prévision. Ici, on me prévient qu'on va tenir compte que simplement d'un certain nombre de valeurs, parce qu'il y a trop de valeurs historiques pour ce qu'on a besoin. Ce n'est pas un problème, loin de là. Et à l'écran suivant, on demande de confirmer ou de modifier au besoin les différents facteurs de lissage. Pour les fins de la démonstration, je n'ai pas vraiment de raison de vouloir les changer. À noter ici qu'on parle de période par saison de 12, donc il s'agit d'une saisonnalité annuelle pour des données mensuelles essentiellement. Si je clique sur l'icône prévision, on poursuit le processus et j'ai ici ma prévision pour chacun des mois, en fait chacun des 12 prochains mois. Je recule un petit peu en arrière, je vais voir apparaître les prévisions rétrospectives, un peu comme nous avons vu dans une vidéo précédente. Encore une fois, je pourrais
valider qu'effectivement ma demande historique présente un comportement avec tendance et saisonnalité en cliquant sur l'icône pour obtenir un graphique. On peut voir effectivement que la demande est en croissance, donc il y a une tendance positive, et il y a aussi un phénomène de saisonnalité qui se répète d'une année à l'autre, donc un mouvement à la hausse et à la baisse. Donc j'ai une saisonnalité annuelle qui se répète. Et dans la dernière partie ici, essentiellement, ce que j'ai, c'est ma prévision pour les 12 prochains mois. Donc je peux fermer le graphique en cliquant sur le X dans le coin supérieur droit. Si je veux accepter la prévision, je n'ai simplement qu'à cliquer sur le crochet et je reviens dans mon tableau de plan industriel et commercial. Et comme vous pouvez le constater, ma ligne vente a maintenant été remplie avec les données correspondant aux 12 mois de prévision qui ont été effectués. Il y a différentes façons de remplir la ligne production. On pourrait évidemment la rentrer directement manuellement si on voulait faire un plan de production manuel, mais le système nous offre aussi certaines macros qui permettent de faire ce travail beaucoup plus facilement. Le livre décrit les différentes possibilités. Nous allons regarder quelques-unes, comme par exemple, si je vais dans le menu « Traiter »,« Créer de plan de production »,« Synchrone avec vente ». Ce que l'on voit ici maintenant, c'est que le système a automatiquement entré la ligne production et la quantité qui a été entrée est essentiellement la même que pour les ventes, donc une synchronisation, ce qu'on appelle un plan synchrone entre les ventes et la production. Une autre alternative est d'entrer un niveau cible. Par exemple, si je veux, pour les premiers mois, par exemple, atteindre un niveau de stock de 1000 unités, et lorsque j'arrive, par exemple, d'une saison un petit peu plus haute, des mois plus importants, peut-être que je vais avoir un stock cible à la fin de chaque mois de 1500 unités, puis peut-être même monter jusqu'à 2000 ici, un petit peu plus loin, et redescendre tranquillement vers 1500. Et si je vais dans les dernières colonnes, ici, entrer peut-être 1200 et finalement 1000 et 1000. OK? Donc, j'ai rentré mes données. Si je veux créer mon plan de production qui va respecter essentiellement ces données-là de valeur cible de stock, je n'ai qu'à aller dans le menu Traiter, Créer de plan de production avec stock cible. Et ce qui va se passer, c'est que les quantités de la ligne production vont être ajustées de façon à ce que le stock de fin qui va apparaître dans la ligne stock magasin soit égal à mon stock cible. C'est ce que nous voyons ici. Donc, vous voyez, la ligne stock cible et la ligne stock magasin sont essentiellement synchronisées l'une avec l'autre. Un aspect important lors de la création d'un plan industriel et commercial est de s'assurer effectivement que ce plan-là peut être réalisé, donc qu'il respecte les contraintes de capacité de l'entreprise. Pour ce faire, nous pouvons avoir recours à la planification sommaire des capacités. Pour avoir recours à la planification sommaire des capacités, il faut créer au préalable un profil de charge qui nous permet d'indiquer combien d'heures de capacité sont consommées par les unités de production. Nous allons voir dans une vidéo subséquente la création de ce profil de charge, mais pour le moment, nous allons nous contenter d'utiliser cette fonctionnalité et vous verrez dans le chapitre sur la capacité comment se fait la création d'un profil de charge. Donc, pour activer les fonctionnalités de calcul sommaire de la capacité, nous allons dans le menu Vue, État des capacités, Planification long terme, Afficher. Le système affiche dans la partie du bas un second tableau où vous avez dans la ligne Capacité le nombre d'heures disponibles pour la période en question. La ligne suivante, Besoin de capacité, indique la consommation de la capacité en tenant compte de la ligne production, donc combien d'unités à produire, et les unités à produire sont multipliées par le profil de charge pour déterminer le nombre d'heures requis.
C'est ce qu'on a ici dans besoin de capacité. Et finalement, dans la ligne utilisation de capacité, utilisation de la CA, qui est pour capacité, en pourcentage, indique le pourcentage de charge. Donc, combien représente en pourcentage le travail à faire par rapport à la capacité totale disponible. Vous pouvez observer que le système nous envoie un message pour nous dire qu'il y a une surcharge, ici dans la période 10. Mais en fait, la surcharge n'est pas seulement pour la période 10, elle est pour la période 10, 11 et 12. Ce plan n'est pas réalisable parce qu'on dépasse largement le niveau de capacité disponible. Il faudrait donc faire des ajustements. Par exemple, on pourrait déplacer les charges de travail en amont, donc produire avant ces mois-là, de façon à s'assurer de ne pas dépasser la limite de 100% de capacité. Donc, par exemple, pour le mois de décembre, on pourrait réduire la production à 59 000. Si j'entre la nouvelle valeur et que j'appuie sur la touche « Entrée », je vais pouvoir voir que maintenant, je respecte la capacité de 100%. Mais évidemment, ici, je viens de créer, en réduisant la production, je viens de créer une rupture ici. Donc, je n'ai pas suffisamment de production. Je continue ici dans la période 11, le mois de novembre. Là, je suis vraiment débordé en termes de capacité. Je dois donc réduire le nombre d'unités à produire, considérant que j'ai uniquement 189 heures de travail disponibles dans ce mois-là, ce qui correspond à peu près à 57 000 unités que je peux produire. Donc, je corrige. Ceci ramène ma capacité à 100%, mais me crée, demain, une pénurie encore plus grande. J'ai un surplus de capacité, c'est un surplus d'utilisation de capacité, encore une fois, dans le mois d'octobre ici, que je vais devoir corriger. 195 heures correspond environ à 59 000 unités que je peux produire. Et voilà, maintenant, j'ai corrigé mon problème de capacité, mais comme vous pouvez constater, j'ai évidemment aussi une grosse pénurie que je dois combler. Et cette pénurie anticipée va devoir être comblée en continuant de fabriquer dans les mois précédents, le mois d'octobre. Comme je peux arriver ici au mois de septembre et monter la production de 53 000 à 57 000. OK, ceci fait augmenter la capacité à 100% et réduit un petit peu ma pénurie. Même chose pour le mois d'août ici. Je vais monter ma production à 59 000. Donc, on voit, je suis encore à pleine capacité et j'ai diminué encore un peu ma pénurie. Finalement, pour finaliser mon plan de production, donc je vois que j'ai encore une pénurie d'environ 24 000 unités, 24 206. Je dois donc rajouter cette pénurie à ma production du mois de juillet et aussi possiblement considérer le fait que je voudrais garder entre 1000 et 2000 unités. Donc, je pourrais par exemple planifier une production de quelque chose comme 48 750 unités par exemple. Et ceci, me permet d'éliminer les pénuries, d'atteindre essentiellement le niveau cible que j'avais mis tantôt, tout en respectant, ici, comme on peut le voir, les limites de la capacité disponible. Donc, évidemment, il y a plusieurs scénarios possibles qu'on pourrait envisager, mais disons que c'est une façon assez classique d'attaquer le problème, c'est-à-dire en partant de la période où est-ce qu'il y a une surcharge et en tassant les charges en amont le plus possible de façon à éviter les pénuries. Une fois que le plan est validé, je peux simplement le sauvegarder en cliquant sur l'icône sauvegarde ou l'icône en forme de disquette. Et je vais obtenir dans le bas le message de confirmation disant que la planification a été sauvegardée sous le numéro de version 100. Nous avons créé notre plan de production. Cependant, ce plan de production n'influence absolument pas la planification des besoins matières. Pour que les besoins soient reflétés au niveau du système de planification des besoins matières, il faut transférer ce plan de production au système de planification des besoins matières. Donc, il faut premièrement faire la désagrégation
de la famille de produits dans ses produits individuels, donc les produits énergie X individuels, et ensuite pouvoir utiliser ce plan de production comme une demande indépendante prévisionnelle qui sera la source de besoin pour nos articles qui sont planifiés en planification déterministe, donc le type de planification PD. Pour procéder à la désagrégation et au transfert de la demande, on utilise la transaction MC75 en suivant le chemin logistique, production, plan industriel et commercial, désagrégation, MC75, gestion de la demande, famille de produits. Ici, on doit spécifier le code de la famille de produits, la division, le numéro de version. Nous utilisons la version 100, qui n'est pas une version active, mais ça ne change rien dans le processus de transfert. La stratégie de transfert sera de transférer le plan de production. On peut transférer le plan commercial ou le plan de production. Généralement, on va plutôt transférer le plan de production parce que lui respecte les contraintes de capacité. Donc, on va transférer le plan de production, les articles membres de famille en pourcentage, tels que définis dans la famille de produits. On doit spécifier aussi le type de besoin, c'est une planification déterministe, donc le type de besoin utilisé est le type VSF. Le chapitre sur la gestion de la demande, sur la stratégie de gestion de la demande, explique les différents types de besoins qui existent. Nous allons voir ça plus tard. Et finalement, la version qui sera utilisée pour le plan des besoins matières, généralement on utilise la version des besoins 0.0. On clique sur le crochet pour valider les informations. Et le système nous rappelle qu'effectivement, il ne s'agit pas de la version active, ce que nous savions déjà, donc on peut accepter le message tout simplement et cliquer sur l'icône « Effectuer transfert ». Encore une fois, on nous répète qu'il ne s'agit pas de la version active. Merci beaucoup. Et en appuyant sur la touche « Entrée », on a finalement la confirmation du transfert des besoins. Je peux vérifier que le transfert a été effectué en utilisant la transaction d'affichage des besoins dépendants, par exemple la transaction MD63, en appelant la famille de produits groupe NRGEX. Dans la division 00PT, je clique sur le crochet et je vois qu'effectivement, les données ont été transférées pour les différents articles. On peut aussi constater ici dans l'état dynamique des stocks, effectivement, que les besoins indépendants de type VSF ont été transférés dans la planification active. Ici, il s'agirait évidemment d'exécuter le plan des besoins matières afin de générer des ordres planifiés pour combler les besoins indépendants que nous avons créés par le plan de production. Donc, on est dans la même situation avec les différents articles. On peut voir ici le 140, le 150 et finalement le 160. Donc, nous avons fait le tour des différentes étapes de création du plan de production, en commençant par la création d'une demande, par les fonctionnalités de prévision. Nous avons vu différentes façons de créer le plan de production lui-même, soit en mode synchrone, soit avec un niveau de stock cible. Par la suite, nous avons validé la capacité requise par les fonctionnalités de planification sommaire de la capacité. Et finalement, nous avons transféré la demande du plan de production au système actif de planification des besoins matières et nous avons pu constater que ce transfert a été effectué et dans la transaction d'affichage de la demande indépendante ainsi que dans l'état dynamique des stocks.